Donc, on va passer assez vite sur le crypto bubble. En fait, là, il y a un petit rebond sur les alts, mais rien de bien folichon, hein. Vous allez voir que sur la semaine, en fait, c'est plutôt rouge quand même. Sur le mois, encore pire. Évidemment, la dominance du Bitcoin est toujours super importante. Et sur l'année, il y a quelques projets qui tirent leur épingle du jeu, mais globalement, on n'est pas non plus énormément dans le vert. Après, si on prend depuis le début de l'année 2024, les alts sont quand même, pour beaucoup d'entre eux, encore bien dessus de leur plus bas de ce cycle. D'accord. Mais ils ont quand même eu une très, très forte correction depuis plusieurs mois maintenant, hein. L'euphorie qu'on a eue sur les alts, ça a été après l'élection de Trump, à partir du moment où il a été élu. Et ensuite, à partir de décembre, janvier, là, ça a été un peu la descente aux enfers avec une augmentation de la dominance du Bitcoin. Et là, les alts, ils se sont fait clairement oblitérer. Vous allez voir que ce que vous vivez aujourd'hui, je le redis régulièrement, mais c'est important de prendre du recul et de remettre en perspective ce que vous vivez aujourd'hui, parce qu'on a l'impression toujours qu'on est un peu seul et on se dit putain, mon alt, il a pas mal baissé. Mais en fait, c'est valable pour tous les alts. D'accord. Et encore, là, vous voyez peut-être ceux que vous avez en portefeuille ou ceux dont on entend énormément parler. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, on entendait beaucoup parler des agents IA. On vous disait que bon, fallait rester vigilant et qu'a priori, c'était pas un super moment pour rentrer. Comme d'habitude, on se fait à chaque fois insulter quand on parle dans des périodes où c'est des périodes euphoriques et tout. Bon, résultat, voilà, on voit que ceux qui détenaient des agents IA, et même les plus gros, hein, ça pouvait être Virtual Protocol ou AISZ, ils ont quand même eu des très très belles baisses. C'est pas dit que ce soit fini. Et moi d'ailleurs, je pense que la correction, elle pourrait encore continuer. Il n'y a aucun signe avant-coureur d'un retournement immédiat de marché. Donc attention aussi pour tous ceux qui vont vous dire buy the dip, d'accord. Il y en a peut-être certains d'entre vous, et nous aussi, on était tombés dans ces travers-là avant. Buy the dip, mais quand ça fait 20 fois que tu buy the dip et que ça fait que baisser, bon, il y a peut-être des signes aussi avant-coureurs d'une continuation de la baisse. Et en tout cas, pour l'instant, vous allez voir, je vais vous donner pas mal d'indicateurs qui me font dire, en tout cas, que le bull n'est pas terminé, mais que la correction non plus ne semble pas être terminée. D'accord, avec toujours la probabilité aussi de se dire que on puisse se tromper et que le scénario qu'on entrevoit le plus ne soit pas en vigueur et ne soit pas forcément celui qui sera utilisé et mis en place par le marché. Donc ça aussi, on sera amené à en parler. Concernant les ETF, je voulais refaire un petit débrief. On voit que depuis un certain temps maintenant, c'est systématiquement dans le rouge, avec systématiquement des sorties. Là, c'est pour le cas des ETF Ethereum. Si on regarde sur Bitcoin, c'est à peu près la même figure, d'accord, hein. Vous voyez que là, ça fait quand même un certain nombre de temps. Il y a quelques jours où on est dans le vert, où on a des rentrées d'argent, mais globalement, on est plutôt en correction. En fait, on a plus des sorties que d'entrées. Si on regarde sur la partie ETF Ethereum, je pense que c'est important de remettre en perspective aussi ce qu'on voit, parce que des jours, des semaines et des mois en crypto, c'est vraiment comme si, en ressenti, c'est comme si c'était des années. Il y a un mois et demi, 2 mois, on était presque à l'ATH sur beaucoup de projets comme Solana et tout. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et pour beaucoup de gens, 2 mois, c'est la fin, c'est bon, c'est le bear et tout, alors que c'est vraiment très court en fait en termes de timing. Et d'ailleurs, quand on parle de timing, ici, regardez bien quand même, ça fait que depuis novembre 2024, d'accord, début novembre 2024, qu'on est arrivé en positif sur les ETF Ethereum. C'est-à-dire qu'avant, on était en sortie nette d'argent parce qu'il y avait les ETF de chez, enfin les instruments financiers de chez Grayscale qui coûtaient bien trop cher, et donc eux, ils vendaient comme ce qu'ils ont fait avec Bitcoin, avec leur trust. Ils ont sorti beaucoup de GBTC pour faire en sorte après de pouvoir avoir la possibilité de récupérer une partie de l'argent pour leurs nouveaux produits financiers, en l'occurrence les ETF, qui étaient nettement moins chers. Je vous en avais pas mal parlé, mais si je reviens là sur les bitcoins pour remettre un petit peu carré le truc, c'est que les fonds qu'ils avaient avant avec leur GBTC, c'était à peu près les seules portes d'entrée qu'on avait pour les institutionnels. Et on était sur des frais de 1,5% de frais, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur les ETF, où on est à 0,25, 0,25, 0,20, 0,21, etc., etc. Donc évidemment, ce n'était pas compétitif. Ça a été exactement la même chose pour les Ethers. D'accord. Là, on avait la partie. Hop, je vais retourner là parce qu'il n'a pas validé. Je suis toujours sur les ETF Bitcoin. Voilà. Là, pour chez Grayscale, c'était les ETHE. Et là, on était à 2,5% de frais, alors que pour le reste, on était à 0,25, 0,21, etc., etc.
Et donc, si on descend, ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, la partie grayscale, que ce soit sur les ETHE ou les GBTC, bon, forcément, ils ont dû sortir une partie de leur position, mais que ça fait vraiment très peu de temps, c'est-à-dire en l'occurrence début novembre 2024, qu'on est passé en positif sur la partie Ethereum. Avant, on était sorti en sortie nette d'argent. Donc, novembre 2024, quand on prend là mars, évidemment, on a l'impression que c'est une éternité en crypto, mais la réalité, c'est que ça n'est pas tant que ça. D'accord C'est pas non plus euh, complètement fou. Et je pense que c'est important de prendre du recul et de remettre en perspective un petit peu les événements historiques parce que voilà, Trump, son élection, c'est novembre, son investiture, c'est janvier. Là, on est en mars, tout le monde panique, tout le monde a peur parce qu'évidemment, on a quelques différences quand même par rapport au cycle passé, notamment par rapport au cycle des altes et par rapport à la volonté des investisseurs à prendre des risques ce qui est représenté globalement par le cours de l'Ether. Et pour l'instant, le cours de l'Ether ne reflète absolument pas la volonté des investisseurs à prendre des risques. Et c'est très, très, très lié aux ajouts de nouvelles liquidités. On a quand même des grosses différences par rapport au cycle passé, où globalement, on était sur des périodes où on avait des taux bas et surtout une belle impression monétaire et pas des resserrements de liquidités. Là, non seulement on a eu des resserrements de liquidités, des augmentations de taux, et une démultiplication du nombre de tokens. Donc évidemment, en termes de risque, en termes d'alt season et puis tout ce qu'on a connu par le passé, surtout aussi en termes de timing, ça varie beaucoup. Par contre, malgré ça, je suis pas convaincu qu'on soit à la fin du cycle. Je pense qu'il y a encore des belles choses à venir. Par contre, il est tout à fait possible qu'on ait une sorte de translation de cycle ou qu'on ait pas forcément une alt season de la même manière que ce qu'on aurait pu avoir sur 2016, 2017 ou 2020, 2021. Jusqu'à maintenant, on est en train de suivre plutôt le cycle de 2016-2017 en termes de timing que le cycle de 2020-2021. Mais pour moi, pour avoir une belle alt season, c'est ce que je vous avais dit, hein, il faut que l'Ether ait des belles perfs, il faut que le Bitcoin ait des belles perfs, il faut qu'on ait une baisse de la dominance du Bitcoin, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, et qu'on ait des ajouts de nouvelles liquidités, ou du moins qu'on ait qu'on puisse faciliter l'ajout et la volonté des investisseurs d'aller sur des actifs à risque comme les actions, comme les cryptos, etc. etc. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est plutôt toujours sur une politique de quantitative tightening, donc de resserrement des liquidités. Et ça, évidemment, les actifs risqués, ce n'est pas du tout favorable pour eux. Donc, vous allez voir, on va en parler. On va en parler de tout ça. Je refais juste un petit check pour être sûr que c'est bon. Voilà, j'ai vu que ça avait l'air d'être good. Donc, par contre, si on regarde le sentiment de marché, j'en ai parlé, j'ai fait un tweet la dernière fois là-dessus. Là, on est venu toucher les niveaux. Hier, on était à 14 ou 12 sur l'extreme fear. Donc, ça ne veut pas dire, ça pareil, super attention, les gars. C'est pas parce que on a atteint un niveau bas ou bas historiquement parlant, parce qu'on regarde, hein, là, depuis juillet 2023, on est sur les niveaux de peur les plus bas qu'on ait jamais connus depuis cette période. D'accord Sur le très long terme, on a connu des périodes de peur bien plus importantes, notamment avec le Covid ou même avec la chute de MTGOX auparavant. Mais quand même, là, depuis juillet 2023, on est sur le niveau de peur et de crainte le plus élevé qu'on ait connu. Il y en a beaucoup qui disent, OK, là, en ce moment, c'est un super moment pour acheter parce que franchement, on est en extrême fear. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ça descende bien plus bas. Et c'est possible, mais c'est aussi possible que ça continue bien plus bas. C'est pas parce que on est, sur des périodes de peur extrême que la correction est forcément terminée. D'accord A priori, si vous êtes là sur le long terme et que vous achetez à chaque fois des périodes de peur extrême, a priori, vous rentrez dans des bons moments. Si vous avez confiance dans vos projets, si vous avez conviction aussi que le marché n'est pas terminé et que vous gérez votre risque. Mais si par contre, vous considérez que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'investir sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et que vous êtes là sur du plus court terme, c'est plus risqué, mais ça ne veut pas dire que la correction est évidemment terminée. En tout cas, ça nous renseigne quand même sur le sentiment global moyen. Et c'est ce que je vous avais dit aussi, hein. C'est-à-dire que quand on est dans des périodes d'extrême grid, à chaque fois, on passe d'un pendule à un autre, c'est-à-dire de l'extrême grid à l'extrême fear, de l'extrême grid à l'extrême fear. Et vraiment, le point le plus important pour vous, le retour d'expérience que je pourrais vous donner là-dessus, c'est que si, quand vous achetez ou quand vous vendez, vous n'avez pas ne serait-ce que la moindre once d'inconfort, il y a un problème. Vous devez vous sentir inconfortable à l'achat et vous devez vous sentir inconfortable à la vente
Parce que quand vous achetez dans des périodes comme ça, en fait, vous vous dites: «J'ai l'impression d'être le dernier des abrutis» parce que vraiment on a l'impression que tout va aller à zéro et que, tout le monde s'y désintéresse, donc je suis le dernier des cons, en fait, à m'intéresser à la crypto dans des périodes comme ça et qui plus est, en plus, encore à recharger dans des périodes comme ça. Donc il y a quand même une période d'inconfort et on se sent pas bien quand on achète, mais au final, c'est normal. C'est un peu, contre-intuitif, mais c'est normal et à l'inverse, quand on est en période euphorique, en extrême grid et tout, on a l'impression toujours que ça va monter plus haut. Et là, pareil, il doit y avoir une position d'inconfort parce qu'on va commencer à vendre et prendre des bénéfices là où tout le monde pense que ça va continuer plus haut. Et des fois, ça va nous donner raison, ça va nous dire, OK, bah, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Mais il faut que vous ressentiez, peu importe le moment en fait où vous allez prendre des positions à l'entrée ou à la sortie, il faut que vous ressentiez cet inconfort. Si vous ne le ressentez pas, c'est pas normal. Si pour vous, en fait, vous pensez que et regardez l'état d'esprit dans lequel vous étiez peut-être en novembre, décembre, janvier ou peu importe, où vous avez peut-être pas pris des plus-values, où vous êtes rentré ou peu importe, soyez franc avec vous-même et regardez bien avec une rétrospective comment vous vous sentiez à cette époque et est-ce que vous n'étiez pas convaincu à 100 quand vous achetiez que c'est bon, ça allait monter plus haut et qu'au final, vous aviez écarté de la variable de ce que vous faisiez à ce moment-là, tout ce qui était lié au risque. En fait, à partir du moment où vous achetez, où vous n'avez pas un petit peu peur aussi, vous êtes pas sûr à 100 que ça va monter, si vous êtes sûr à un moment donné que vous allez gagner de l'argent, que le risque en fait est complètement écarté du truc, c'est là où il y a un problème. Parce que c'est là où vous êtes tellement convaincu et dites-vous que si vous êtes dans cette conformation-là, dites-vous qu'il y a des millions de personnes autour du monde qui sont dans cette même conformation et donc évidemment, ça pose un problème. Évidemment, ça, c'est pas tenable. Évidemment, il va y avoir des corrections et plus on se situe longtemps dans des périodes comme ça, plus la correction est importante. Donc ça, je le redis et c'est normal, en fait, ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est-à-dire de vous dire, «Pourquoi j'achèterais aujourd'hui si ça va continuer de descendre?» et on se sent inconfortable et on se sent pas bien. Mais au final, c'est le passage obligé et je connais pas une personne, en crypto, mais même dans l'investissement de manière générale, qui s'est pas retrouvée à un moment donné ou à un autre en dessous de son prix d'achat. Voilà, d'avoir son portefeuille pour la première fois dans le rouge de manière plus ou moins importante. Et le plus important, c'est de faire le bilan de où est-ce qu'on se situe aujourd'hui et de savoir finalement, est-ce que les erreurs que j'ai faites, est-ce que je veux continuer de les faire? D'accord? Est-ce que, j'ai décidé d'investir sur tout un tas d'alts que je ne maîtrisais pas, que je ne comprenais pas et sur lesquels j'étais pas OK et raccord avec le risque que je prenais? Là, auquel cas, bah, il va peut-être falloir refaire des ajustements de portefeuille. Mais tant que finalement, c'est pas game over pour vous, c'est-à-dire des, liquidations, des sorties de marché et que vous vous retrouviez à zéro et que vous deviez tout reprendre de zéro avec une épargne et tout, vous êtes toujours dans le game et c'est ça le plus important. Mais dans des périodes comme ça, c'est comme ça que vous apprenez, c'est comme ça aussi que vous remettez en perspective les erreurs que vous avez faites jusqu'à maintenant et que vous pouvez revoir votre approche et votre stratégie en crypto, mais même sur les marchés financiers de manière générale, pour savoir ce qui allait bien et ce qui n'allait pas bien. Parce que ça aussi, c'est un point super important, c'est que on vous répète un certain nombre de choses avec Mickaël, mais tant qu'on l'a pas vécu, tant qu'on l'a pas expérimenté, au final, on s'en rend pas vraiment compte. C'est-à-dire que quand on vous dit: «Mettez pas plus d'argent que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Attention, la crypto, c'est volatile. Attention, les alts, quand vous les mettez en portefeuille, il va y avoir un suivi de portefeuille, il va y avoir une veille active de son portefeuille. Il faut comprendre ce qu'on fait, que les corrections et les volatilités qu'on a sur des alts, ça peut aller de 80, 90, 95 même en bull run, ça peut arriver, sur des niveaux comme ça, des niveaux extrêmes, mais ça peut arriver et en fait, on le conçoit d'un point de vue théorique et quand on le vit pour la première fois, quand on vit cette chose-là pour la première fois, heu, c'est complètement fou. C'est-à-dire que là, on se dit: «Ah oui, d'accord, là, ça prend sens». Parce qu'au départ, entre la partie théorique et la pratique, c'est là où ça change vraiment. Parce qu'une fois qu'on l'a vécu, on se dit: «Ah oui, d'accord, quand là, je commence à moins bien dormir la nuit, quand je commence à réactualiser mon portefeuille tous les 4 matins, quand je commence à faire des conneries dans mon travail salarié aussi, quand je suis pas bien avec ma famille, quand j'arrive plus bien à me détendre, quand, je me sens, stressé, oppressé, c'est là qu'il y a un problème». D'accord? Et peut-être que la meilleure chose à faire pour vous aujourd'hui, et je sais qu'il y en a certains qui m'ont envoyé des messages privés par rapport à ça, qui me disaient en fait, que eux en fait, ils assumaient plus les positions des altcoins qu'ils avaient. Alors c'est aussi des moments, des signes de capitulation et peut-être la probabilité de vendre à un point, ultra bas sur la paire, altcoin, bitcoin, d'accord? Peut-être qu'on vend sur un point bas, mais peut-être que la meilleure chose à faire pour beaucoup de personnes, c'est de re se recentrer sur ce qu'ils maîtrisent et peut-être d'aller full bitcoin. C'est-à-dire de se dire: «OK, aujourd'hui, moi, ce que je maîtrise, c'est, bitcoin. J'ai perdu, une partie de mon capital, mais au final, je reste encore dans le game. Je vais me former, je vais apprendre, je vais remettre carré mon approche, etc. Et une fois
que je serai suffisamment formé, je déciderai de peut-être réallouer une partie de mon portefeuille sur des alts pour faire une veille active de marché, etc., etc. Parce qu'en fait, si derrière, vous aviez votre portefeuille et que vous étiez full alt, ou même avec une partie de Bitcoin, mais que vous ne maîtrisiez pas, vous n'aviez pas de la conviction, vous n'avez pas vraiment une capacité à vous faire votre propre idée en fait du marché, des projets que vous avez en portefeuille, etc. Et que vous attendez en fait que quelqu'un à l'extérieur vous donne le droit dans la bouche directement les meilleurs projets ou ce que vous voulez. En réalité, nous, on se rend compte depuis des années avec Mickaël qu'on est sur ce marché que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut vous donner, imaginez le cas théorique où on va donner à 100 personnes. Imaginez qu'on soit sur un portefeuille à coup sûr qui fait un fois 100. Dans la réalité, ça n'existe pas, mais on va dire on peut imaginer ce scénario. Le scénario où, allez, on est sur un projet ou sur un projet, sur un portefeuille ou sur un projet qui fait un fois 100. On peut faire les statistiques là-dessus. Il y a plein d'études qui le démontrent aussi que si vous donnez ce portefeuille-là ou ces projets en portefeuille à 100 personnes différentes, à la fin, malgré le fait que le projet ou le portefeuille ait fait un fois 100, vous regarderez à la fin, vous dites aux gens, on rentre là, on sort là, d'accord. Vous donnez tout, hein, les projets, les points d'entrée, les points de sortie, vraiment la stratégie gagnante, le truc qui fonctionne, d'accord. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, évidemment, ça ne marche pas comme ça, mais on va dire dans la théorie, c'est ça. Vous verrez qu'à la fin, il y en aura 95% qui auront perdu des thunes, il y en aura peut-être 2% qui seront à l'équilibre et peut-être, allez, une extrême minorité qui arriveront à gagner un petit peu d'argent. Et pourquoi les gens, dans ce cas-là, perdraient de l'argent alors qu'ils seraient en fait sur une stratégie gagnante? Tout simplement parce que si on ne maîtrise pas ce qu'on fait, si on n'est pas capable d'adapter les méthodes, les stratégies et ce qu'on voit sur le marché à sa situation personnelle et par rapport à sa propre vision aussi du marché, c'est hyper important. Bah, au final, on se retrouvera en fait à être secoué par le marché et à suivre ce que peut dire Jean-Michel, Jean-Pierre ou même nous, hein, et nous, on peut se tromper. Et c'est pas parce que nous, on va dire quelque chose que c'est forcément parole d'évangile, et c'est pas parce que quelqu'un d'autre va le dire aussi que ça sera forcément parole d'évangile. Pour moi, tout ce qui est lié à l'argent, et c'est un point super important, tout ce qui est lié à l'argent, c'est une question personnelle. Il y a pas de, c'est impossible de faire des recommandations spécifiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous on fait pas ça. Il y en a qui s'amusent à créer des newsletters ou de faire des recommandations en disant voilà, vous arrivez, vous achetez ce portefeuille et c'est bon, vous allez gagner de l'argent. Nous on l'a jamais fait et on le fera jamais parce qu'on sait pertinemment que c'est pas quelque chose qui marche. D'accord. Avoir un projet qui ferait des belles performances, si derrière vous maîtrisez pas votre risque, vous maîtrisez pas ce que vous faites, vous n'avez aucune idée et aucune vision en fait et aucun esprit critique en fait sur ce que vous faites, vous aurez de très grosses difficultés à sortir votre épingle du jeu. Et je pense que dans des périodes comme ça, c'est super important de remettre en perspective ce qu'on pense connaître, les erreurs qu'on a pu faire et de repartir sur vraiment des bases qui sont saines, qui sont solides. Et nous, c'est notre combat avec Mickaël. Par exemple, la partie crypto-investisseur, le programme que vous avez dans la description de la vidéo, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de vous donner tout ce qu'il faut, d'accord. Il y a à peu près 20% de théorie, il y a énormément de pratique pour vous permettre de devenir autonome. C'est plus de 50 heures de crypto. Il y a tout ce qui est lié à la finance décentralisée, tout ce qui est lié à l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain, l'analyse technique. Il y a vraiment tout, en fait, pour vous permettre de vous faire votre propre idée sur le sujet et de faire votre propre diagnostic de l'écosystème crypto et de vous créer une approche sur mesure par rapport à votre situation personnelle. Et après, la partie accompagnement, c'est pour aller plus loin et voir ce qu'on fait nous à l'instant T, d'accord, en vous expliquant ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'a priori, les veilles de marché, les suivis de portefeuille, les analyses de projets crypto, etc., les analyses fondamentales et tout ça, on le fait, on vous le partage, on vous le source. Et ça vous permet de comprendre en fait ce qui est fait derrière. Ça vous permet de comprendre la dynamique dans laquelle on s'inscrit, de vous faire votre propre idée du sujet et après de vous dire ok, j'y vais pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé évidemment de tout faire ce qu'on fait nous, mais au moins ça vous permet d'aller plus loin. Et vous voyez, les deux ne répondent pas aux mêmes objectifs et c'est pour ça que nous on n'a jamais fait, on n'a jamais communiqué et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'on fait moins de vues sur YouTube et sur Internet. C'est parce qu'on s'est jamais câblé et on s'est jamais placé sur le côté de dire aux gens venez en crypto, vous allez devenir riche rapidement ou achetez tel projet, vous allez gagner de l'argent. Regardez hein, le contenu qu'on fait. Hein. On fait jamais du shield de projets sur certains sur notre chaîne YouTube. On n'a jamais fait de sponsoring, on n'a jamais fait toutes ces choses-là. On parle de Bitcoin, on parle d'Ether. Des fois, on va donner notre avis sur certains projets, mais on va jamais vous dire le top 10 des alts, les machins, parce que la réalité, c'est que ça marche pas. Et je reste même convaincu que c'est même très délétère pour beaucoup de personnes. Donc vraiment, restez vigilants. La seule personne qui pourra mieux investir votre argent ou qui sera le plus à même de gérer votre argent, bah, c'est vous-même.
Il n'y a personne d'autre qui sera capable de prendre les meilleures décisions à part vous-même. Et c'est pour ça que nous, tout ce qu'on fait, ça a vraiment pour objectif de vous redonner le pouvoir, de vous redonner en fait la possibilité de vous faire votre propre idée là-dessus et de développer cet esprit critique, cet esprit contrarien et tout, parce que ça aussi, c'est très compliqué. On le voit hein, dans des périodes comme ça. Regardez sur Twitter, si demain ça remonte, si demain on réaugmente, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'indicateurs techniques et tout, qui sont pertinents et certains indicateurs que je vous présenterai qui pourraient dénoter une continuation de la tendance haussière long terme qu'on a sur le marché crypto. Et vous allez voir qu'à partir du moment où ça repart à la hausse, si jamais ça repart à la hausse, tout le monde va retourner sa veste. Tout le monde va retourner sa veste, tout le monde va dire mais je vous l'avais bien dit, c'était le bottom, je vous l'avais bien dit, regardez mes tweets, regardez mes machins. Et la réalité, c'est que personne le dit, personne est bullish sur des périodes comme ça, personne n'a aucune vérité. Et c'est normal, c'est normal. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut jamais prendre pour argent comptant ce que quelqu'un va vous dire, de ne faire confiance à personne et uniquement à votre propre jugement, parce que sans ça, en fait, la crypto et même les marchés financiers de manière générale, mais la crypto de manière générale aussi, c'est un marché d'ultra corrompu. Hein. Je vous ai fait beaucoup de vidéos ces derniers temps pour vous montrer à quel point c'est un marché qui est corrompu, mais jusqu'à la moelle, avec tous les acteurs en fait qui se bouffent les uns les autres. On a l'impression qu'on est là pour la souveraineté monétaire et tout, et je pense que l'idée de base c'est ça, mais ça a été gangréné par tout un tas de personnes qui aujourd'hui ont lancé tout un tas de saloperies, tu sais, avec le Libra, les hacks de Bybit aussi, je vous ai montré les tréfonds du hack de Bybit, c'est du gros foutage de gueule. Enfin voilà, quand on est éveillé un peu à ce genre de truc, on n'est pas dupe. Et on comprend très bien que la majorité des acteurs sur ce marché sont pas là pour apporter la lumière et le bien-être aux particuliers. Hein. Si vous ne prenez pas sérieusement votre argent pour prendre vraiment sérieusement les décisions que vous allez faire d'un point de vue personnel en crypto et que vous ne prenez pas euh, de manière significative, en avant-première et avant tout le monde, les, l'importance de gérer votre portefeuille vous-même et de prendre des décisions qui vont aller vers le sens que vous le souhaitez, il n'y a personne qui prendra ces décisions à votre place. D'ailleurs, la plupart des gens qui seront en crypto et que vous voyez, c'est souvent des gens qui vont vous présenter des choses ou vous partager des choses qui vont être contre vous. Vous incitez à aller prendre des outils à effet de levier, vous incitez à faire du trading, vous incitez à faire plein de trucs. Et vous vous rendez compte que si vous ne prenez pas en fait votre argent et que vous n'êtes pas moteur pour le gérer vous-même de la meilleure manière possible et que vous laissez quelqu'un d'autre en fait le gérer pour vous ou quelqu'un d'autre vous influencer dans les prises de décision que vous allez prendre par rapport à votre portefeuille personnel, en général, ça se retourne contre vous parce que la plupart des gens soit n'ont pas d'expérience, soit n'ont aucune compétence dans l'aspect lié à la crypto, soit aussi n'ont pas une volonté à faire en sorte que vous gagniez de l'argent. D'ailleurs, la majorité des personnes en crypto perdent de l'argent. C'était une aparté, mais je pense que c'est hyper important de refaire le débrief là-dessus parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se situent dans des, voilà, un petit peu dans des réflexions personnelles et je pense que de se remettre en cause, etc., et de réfléchir sur ce qu'on a bien fait, mal fait, et de se dire, OK, là, les erreurs que j'ai faites, ça m'a coûté un peu cher, mais je suis pas out, je suis toujours dans le game. C'est le mieux. Et je vous le dis, il y en a aucun en crypto qui s'est retrouvé à un moment donné sans avoir ne serait-ce qu'une seule fois leur portefeuille dans le rouge et bien dans le rouge. Ça nous est tous arrivé et c'est pas forcément une fin en soi. Si on regarde d'un point de vue des alts, hein, si je continue, et sur le marché crypto, là, je suis allé sur CoinPaprika et on peut voir le pourcentage des alts depuis leur précédent plus haut, depuis l'ATH, d'accord. Donc là, on voit que sur Bitcoin, l'ATH, c'était il y a 52 jours. Je vais essayer de zoomer un peu. Hein. Pour Bitcoin, c'était il y a 52 jours. Pour l'Ether, on est à moins 60% en dessous de l'ATH il y a 1218 jours. Donc c'est énorme. Là, vous voyez quand même que c'est un représentatif quand même de la volonté des investisseurs à aller sur des actifs risqués. Et on voit quand même que sur l'Ether, moins 61% en dessous de son ATH et à 1200 jours. C'est énorme. Et c'est là aussi que ça nous montre à quel point les gens qui vous disent non, mais à ce stade-là, c'est sûr qu'on aura la alt season, c'est sûr que ce scénario-là n'arrivera pas. Il y a bien une chose qu'en crypto, on est sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Et que tous les scénarios peuvent arriver, y compris aussi la probabilité qu'on aille directement là en bear market. Hein. D'accord, hein. C'est pas le scénario que je privilégie, auquel cas il va falloir se mettre des garde-fous, mais tout est possible. Et la personne qui vous dit ça, c'est pas possible parce que là, ça nous montre bien qu'à chaque fois, le marché prend le contre-pied. Et là, il est tout à fait possible que, vu que tout le monde pense que c'est la fin, c'est le bear et tout, que ça prenne le contre-pied et qu'on reparte sur un bull run et peut-être même bien plus important que ce qu'on a connu par le passé. Si on continue sur la suite du tableau, on voit que le XRP, il est toujours à 42% en dessous de son ATH il y a 2625 jours.
Donc, si tu comptes l'inflation, si tu le dénomines, non pas forcément en dollars, parce que là, les performances, c'est en dollars, c'est même pas en bitcoin ou en ether, hein. Si tu dénomines les actifs en bitcoin et en dollars, là, en dessous de la TH, tu es bien, 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 bien en dessous. Hein, d'accord. Mais c'est valable pour tous les alts. Hein. Le Binance Coin, donc lui, il a fait un ATH il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 98 jours. Solana, il y a 52 jours. Vous vous souvenez, hein, quand même, hein, là, les gens, ils n'en peuvent plus, ils ont l'impression que c'est la fin et tout. C'était il y a 52 jours. C'était il n'y a même pas 2 mois. C'était il n'y a même pas 2 mois, c'est-à-dire le 19 janvier 2025, où Solana était à son ATH à 300, presque 300 balles. Là, on est à 60% en dessous de l'ATH, ce qui est à peu près la même chose que pour l'Ether. Et la plupart des gens paniquent. D'accord. Un bear market, c'est pas ça, les gars. Hein. D'accord. Un bear market, ça va bien, 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 bien plus bas pour la plupart des alts. Bon, l'USDC, je ne vais même pas en parler. Cardano, presque moins 80%. Il y a 1288 jours. Le Dogecoin, moins 77%. Il y a 1400 jours. Vous avez Lido, 1218 jours, moins 60%. Et après, on peut continuer. Hein, d'accord. Hein. Bon, après, il y a le P-Network, que je ne vais pas forcément en parler ici, mais par rapport à l'ATH, il y avait IDMesh, on est quand même bien plus bas. C'est des cas très particuliers, mais sinon, regardez, hein, Eredra, Hgraph, moins 64%, Chainlink, moins 75%, Stellar, moins 72%, et vous pouvez y aller. Hein. Franchement, hein, la plupart des alts, c'est comme ça, et que ce soit même sur la partie GameFi, NFT ou ce que vous voulez, la plupart des alts aujourd'hui se font éclater. Voilà. Et il y a des raisons à ça. D'accord. Il y a des raisons à ça. La première raison, c'est la dominance du Bitcoin. Ce que je vous ai dit, c'est que, hop, je vais enlever ça. Ce que je vous avais dit, c'était qu'on était sur un canal haussier depuis maintenant un certain temps. On était venu le casser en dessous, on est venu retaper, on se disait ah c'est génial, là c'est bon, on a bien prouvé qu'on a vu faire un break à la baisse. On est venu retester cette zone de support, a été du coup déterminée comme étant une zone de résistance. On a eu une mèche. Et là, dès qu'on a eu cette baisse-là, on disait c'est bon, c'est là le season, c'est là le season. Et moi, je vous disais, regardez les gars, attention, il est aussi tout à fait possible que ça fasse que ce qu'on avait connu par le passé. Typiquement, on avait des baisses. Et puis, arrivé à la fin de l'année, en septembre 2020, octobre 2020, on est venu redépasser la TH sur la dominance du Bitcoin qui est passée à 73% de dominance. Et à partir de ce moment-là, on est reparti en alt season, on a eu la baisse de la dominance et on a eu tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et je vous avais dit qu'il est tout à fait possible qu'on puisse réintégrer le range. Ce qui s'est passé, on est venu réintégrer le range, on a eu une mèche de capitulation avec toutes les liquidations qu'on a eues, on est monté à 64%. On a été recassé à la baisse et là, on est venu à chaque fois se déposer sur les zones de retracement de Fibo. D'accord. Ça aussi, je vous en ai pas mal parlé sur les lives précédents, mais regardez à chaque fois, comme c'est chirurgical le truc, c'est-à-dire que à chaque fois, on a les zones de retracement de Fibonacci par rapport au cycle précédent, et à chaque fois, ça s'est révélé au début comme une zone de résistance, et après, on l'a transformé en zone de support. Et jusqu'à maintenant, que ce soit la zone des 0,236, 0,382, 0,5 ou 0,61, à chaque fois, on a transformé une zone qui au départ était une zone de résistance en zone de support. Et là, regardez ce qui s'est passé. On est venu consolider sur cette zone pile de retracement de Fibo aux 60% de dominance. Et là, on repart à la hausse. Et moi, ce que je vous disais, c'est que le scénario un peu catastrophe pour les alts et le scénario bullish plutôt pour la dominance du Bitcoin, c'est d'aller en fait chercher la borne supérieure parce qu'à chaque fois qu'on est venu tester la borne inférieure et qu'on a révélé ça comme étant une zone de support, on a continué la tendance. Pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur d'un retournement immédiat et systématique de la dominance du Bitcoin. Et là, vu comment ça se passe, regardez, hein, je ne l'invente pas, hein, c'est des faits, hein, d'accord hein. Pour moi, là, il n'y a aucune raison de se dire on va partir en alt season immédiatement, que les alts vont tout de suite se réveiller et tout, parce qu'on peut avoir des petites baisses comme ça, hein. On peut avoir des petites baisses sur le Bitcoin, mais si au final, c'est à chaque fois pour repartir sur des précédents sommets, au final, ça sera des mini-pumps sur les alts, mais jamais on aura des très belles perfs et en tout cas la véritable alt season qu'on attend. La véritable alt season, c'est quand on a atteint un top sur la dominance du Bitcoin et surtout sur la paire Ether-Bitcoin. J'y reviendrai un petit peu après, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur qu'on ait atteint un top sur la dominance, qu'on ait atteint un top sur la paire Ether-Bitcoin et qu'on ait tout de suite, immédiatement, des ajouts de liquidité et machin. Même si, là, en tout cas, ça semble quand même plutôt sentir bon pour nous. Donc, regardez, hein, là, pour l'instant, tant qu'on est dans cette croissance, moi, je pense que le scénario le plus probable, c'est qu'on vienne toucher les 66%. Sur le laps de temps, j'en ai aucune idée, hein, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. On verra. Mais en tout cas, tant qu'on est dans cette dynamique-là, on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles sur les alts. Évidemment, ce qui joue aussi, c'est l'arrivée des ETF. Hein. Aujourd'hui,
l'argent et les principales liquidités en fait vont sur le Bitcoin, très peu sur l'Ether, un petit peu sur l'Ether, mais quand même très peu sur l'Ether, principalement sur le Bitcoin. Et il n'y a plus vraiment les rotations, en tout cas immédiatement, que ce qu'on avait connu par le passé. Parce que l'argent qu'il y a sur les ETF, bah, c'est quand même pas mal d'argent, mais c'est pas de l'argent qui est directement euh, qui a la possibilité d'aller faire des cascades comme ce qu'on a, hein, ce qu'on avait eu avant avec la baisse de la dominance du Bitcoin, avec après l'argent qui va aller sur l'Ether, ensuite qui va aller sur le top 10, etc. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on entrevoit parce que une partie de cet argent-là, une partie de cette énergie économique se retrouve dans les ETF. Est-ce que ce sera le cas tout le temps? Peut-être pas. Il y aura peut-être l'arrivée aussi bientôt des ETF Ethereum staking, l'arrivée d'autres types d'ETF sur d'autres cryptos. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer. Et pour moi, en fait, tout est lié à la partie liée à l'ajout de nouvelles liquidités et sur la M2 supply. D'accord. La crypto et même le Bitcoin. Je vous avais montré une étude la dernière fois avec Théo qui démontrait qu'on avait une corrélation entre le Bitcoin et les ajouts de liquidités qui étaient proches de 83 jusqu'à 85%. Tous les actifs, que ce soit les actions, les obligations, etc., ont forcément un lien avec les ajouts de nouvelles liquidités et puis l'impression monétaire, d'accord. Et le Bitcoin, c'est l'actif qui a les plus fortes correspondances et les plus fortes corrélations entre l'ajout de liquidité, l'augmentation de la M2 supply et puis les performances en fait liées au marché crypto, parce que c'est les actifs risqués. Donc, on peut très bien se donner tout un tas de raisons et tout un tas de news, comme par exemple les réserves stratégiques aux États-Unis, une entreprise qui décide d'acheter du Bitcoin sous effet de levier comme MicroStrategy ou ce que vous voulez. On se rend compte qu'on est dans des périodes où en fait, même, alors, une news négative, ça fait vendre. Une news positive, ça fait vendre. En fait, les gens ne sont plus du tout câblés sur les news. Ça ne change plus rien parce que le plus important, c'est les ajouts de nouvelles liquidités. Sans ça, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez avoir autant de halving que vous voulez. Vous pouvez avoir autant de projets et de fondamentaux que vous voulez. Il ne se passera rien. Et c'est ça la réalité. On peut croire que la crypto, c'est un îlot qui se développe de son côté et puis qui n'a aucun impact et qui n'est pas influencé par ce qui est à côté. Et on peut comprendre d'un point de vue théorique, philosophique, que c'est une classe d'actifs qui est vraiment très différente. Mais dans la réalité, c'est qu'on est extrêmement, extrêmement lié à ce qui se passe en fait d'un point de vue macroéconomie et d'un point de vue aussi géopolitique et ce qui se passe sur les finances, la finance traditionnelle. Et pour l'instant, ce qu'on voit aussi en crypto, si vous amusez à regarder, que ce soit pour le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones et la plupart des gros indices, et même certaines entreprises, ils ont eu des belles corrections. En fait, tout ça aussi, c'est lié aux incertitudes qu'on voit avec Trump en ce moment. Et pour moi, ce que fait Trump aujourd'hui, c'est faire en sorte de forcer la Fed, la Réserve fédérale, à baisser les taux, à mettre fin au quantitative tightening, donc fin aux restrictions des liquidités, et pourquoi pas une remise en place de la planche à billets. Donc en fait, il crée de l'incertitude, il augmente les tarifs, il fait une guerre commerciale à l'Europe, au Canada. Il y a pas mal de questions à se poser aussi avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, voilà, il crée pas mal d'incertitudes. Il force les marchés à baisser et puis à créer vraiment une peur en fait sur le marché pour que finalement la Fed, la Réserve fédérale, soit obligée à un moment donné de baisser ses taux et d'assouplir ses contraintes budgétaires. Et pourquoi pas d'arrêter du coup le quantitative tightening et pourquoi pas de remettre en place la planche à billets. Donc ça, moi, c'est ce que je m'attends et vous allez voir que déjà l'augmentation de la M2 money supply, elle est déjà en train d'augmenter. Il y a toujours un lag entre l'augmentation de la M2 et puis son impact directement et son implication sur le marché crypto. En tout cas, d'un point de vue de la dominance, c'est ce que je vous explique. Pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur de retournement. Au niveau du Bitcoin, on a eu quand même des belles corrections, mais des corrections, là, si on regarde bien, entre la mèche du point haut et là, la mèche du point bas, c'est des corrections de 30%, d'accord, sur le Bitcoin. Des corrections de 30%, y compris en bull run, on l'a vu des centaines de fois. Alors, je vous ai montré plein d'exemples, vous pouvez vous amuser à regarder par le passé, des corrections de 30%, voire plus, en bull run et de continuer sur la dynamique haussière, on en a connu plein. Donc, pour le Bitcoin, en tout cas, ça ne serait pas complètement fou. Par contre, de se dire que là, on a atteint un point bas, alors qu'en fait, il n'y a pas de zone de support. En fait, là, on est sur des niveaux où, pour l'instant, pour moi, le support, il n'est pas garanti. L'endroit où il y aura un support où tout va se jouer, pour moi, c'est les niveaux ici. D'accord. C'est ce niveau-là, donc entre les 75 000, entre 75 000, d'accord, et puis 70 000. D'accord. En fait, toute cette zone-là, j'aimerais qu'on puisse au moins trouver une zone de support ici et que ce soit au-dessus du précédent plus haut du cycle précédent.
Si par contre on arrive, on continue, on a une baisse, on a une augmentation de la dominance du Bitcoin et ce qu'on veut, et on vient clôturer en dessous du précédent plus haut, en weekly, voire même en monthly, on peut se poser des questions, hein. Pas forcément que en daily, d'accord, ou en 4 heures. Moi, je veux vraiment regarder ça, par exemple, en weekly. Déjà, en weekly, ça sera quand même un signe très fort. Si on vient clôturer en dessous de cette zone-là, vraiment le pire des scénarios, les 70 000, 65 000 $. Mais déjà, 70 000, ça commence à puer la merde, hein. Si vraiment on vient clôturer en dessous des 70, 68 000 $, et là, en dessous du précédent plus haut du cycle précédent, là, ça commence à appuyer pour nous et peut-être qu'en effet, on aurait atteint le top du cycle et qu'on aurait été sur un cycle translaté, mais arrivé plus tôt parce qu'arrivaient des ETF et parce qu'on avait atteint un plus haut avant tout ce qu'on avait connu par le passé. Pourquoi la théorie des gens qui disent on aurait atteint un cycle et un top de cycle plus tôt qu'avant? Tout simplement parce qu'il y en a qui comptent en fait un top à partir du moment où on l'avait dépassé ici. En fait, là, les 73 000 $ en mars 2024, pour beaucoup de gens, c'était de dire bah, là, on a dépassé le précédent plus haut sur une période de pré-halving, d'accord, avec le lancement des ETF. Donc, on va commencer le décompte du bull run à partir de ce moment-là. Donc, il y a deux écoles. Soit vous comptez en fait le décompte du bull run à partir de cette période-là, parce que vous considérez qu'en fait, on avait atteint un point haut, alors que ça pourrait être considéré comme étant une mèche. Soit vous vous dites, en fait, on est sur une consolidation et en fait, la hausse qu'on a eue là, on a consolidé pour une période plus longue, tout simplement parce qu'on avait eu des augmentations euh, très importantes sur une période de pré-halving. On avait dépassé la TH sur une période de pré-halving, c'était jamais arrivé. Donc, on l'a payé par une consolidation et une baisse plus longue que prévu. D'accord? Et ensuite, on a recontinué à la hausse. Donc, vous voyez, c'est les deux cas de figure. Soit vous considérez que le top, il avait été atteint là, et donc au final, vous dites, on a eu un cycle translaté. Et donc là, en fait, on est sur, s'il y a une augmentation sur mars, avril, mai, c'est un dead cat bounce. On va aller ici vers les 95 000, pourquoi pas les 97, et après on repart en bear. Ça, c'est le scénario si vous pensez qu'en fait, on avait atteint le top à ce niveau-là. Soit, et moi, c'est le scénario que je privilégie, aujourd'hui en tout cas, c'est de dire qu'en fait, ça, c'est pas vraiment considéré comme un top. On avait pas mal latéralisé. Là, on est en train de consolider parce qu'il y a eu pas mal d'euphorie et pas mal de n'importe quoi avant l'élection de Trump. Et que cette correction, elle est sans doute pas finie et qu'elle durera peut-être plus longtemps que prévu, mais qu'on aura sans doute une belle poussée sur les mois qui arriveront. Alors, ça peut être sur 2025, voire aussi peut-être le scénario de se dire qu'on sera sur un cycle plus long, peut-être aussi. De se dire, bah, au final, tout le monde s'attend à une fin en 2025. Peut-être que 2025 ne sera pas une année exceptionnelle et peut-être que ça arrivera sur 2026. C'est pas non plus le scénario que je privilégie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on suit quand même beaucoup le cycle de 2016-2017. Et vous voyez, en fait, il faut toujours se poser des questions. Donc, en fait, moi, là, ce que j'entrevois, c'est que la correction, en tout cas, le scénario que je privilégie aujourd'hui, c'est de se dire qu'il est possible que la correction continue encore sur le Bitcoin avec la dominance qui augmente. Pourquoi pas aller toucher dans le pire des scénarios les 70, 68 000, 69 000 $. Si on ne vient pas clôturer en dessous en weekly, pour moi, on reste toujours sur la catégorie bullish et j'estimerais pas tout de suite qu'on ait eu en fait un top de cycle. Si par contre, on vient clôturer en dessous, d'accord, et qu'on vient clôturer, j'en sais un, moi, à 65 000, 64 000, 60 000 par exemple, et qu'après on repart à la hausse, avoir des corrections aussi importantes, là, je pense qu'on serait sur plutôt le scénario du dead cat bounce, donc le rebond du chat mort, et de se dire qu'au final, on aurait peut-être déjà eu le top du cycle. Mais pour l'instant, je reste toujours dans le scénario de continuation de la tendance et de continuation en fait tout simplement du cycle, parce que il faut vraiment regarder le critère le plus important qui est l'ajout des nouvelles liquidités. J'en parlerai un petit peu après. Concernant le triangle de compression en fait qu'on a sur les terres depuis maintenant un certain temps, hop, je vais essayer de dézoomer un tout petit peu. Là, je vais même me mettre, voilà, tac, comme ça et comme ça, tac, voilà. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà. Donc, si on se met ici en linéaire et que vous voyez le graphique, donc là, c'est le cours de l'Ether. Alors là, je ne me suis pas mis en linéaire. Voilà, là, je me suis mis en linéaire. Là, c'est le cours de l'Ether, d'accord, en linéaire par rapport au dollar en weekly. Vous avez toujours le triangle de compression. On a eu une mèche qui est descendue un petit peu plus bas. Donc, pour l'instant, on est toujours dans ce triangle de compression. On peut toujours se ramuser à bouger les lignes, hein, d'accord, et de se dire ça ne va jamais breaker à la baisse et tout. Bon, tout à fait possible que ça break à la baisse. D'ailleurs, si vous vous mettez en logarithmique, ce qui est pour moi plus sain, on peut s'amuser
à retracer les courbes parce que là, vous voyez, entre le logarithme et puis le linéaire, c'est plus vraiment bon. Voilà. Là, on peut s'amuser à tracer ce genre de canaux. Et on voit que pour l'instant, on est clairement toujours en fait sur un bull flag avec peut-être la possibilité d'aller toucher un point plus bas et de le casser à la baisse. Hein, c'est tout à fait possible. Le scénario comme ça, c'est plutôt d'aller le casser à la hausse, normalement d'un point de vue chartisme. Mais pour l'instant, il n'y a pas de volonté de la part des investisseurs à prendre des risques et d'aller acheter de l'Ether. Donc, il est tout à fait possible qu'on vienne chercher des points plus bas. Et les points plus bas pour l'Ether, le prochain stop, hein, si on break cette zone-là, d'ailleurs qu'on a déjà breaké, hein, la zone des 2000, on les a breakés, c'est d'aller chercher les 1700, 1600, voire 1500 dollars. Hein, tout à fait possible. Si ça ne tient pas, bah, ça sera des seuils en dessous. D'accord. C'est tout à fait possible. Et pourquoi pour l'instant, en fait, on est sur quelque chose d'assez différent? Je vous en avais pas mal parlé. Tout simplement parce que, là, regardez, hein, là, je vous ai mis l'équivalent, en fait, des assouplissements des liquidités sur les marchés financiers avec la politique de la Réserve fédérale américaine. Et on voit que ici, ça a été la fin de la politique de quantitative tightening sur les terres. D'accord. Et ce qu'on observe, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a quand même continué d'avoir une baisse sur les terres. Et ensuite, on a eu une augmentation des liquidités, une augmentation énorme avec l'arrivée du Covid. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu une explosion à la hausse du cours de l'Ether et des altes et tout ce qu'on a connu. Là, regardez, depuis le début de ce cycle, on a eu que des resserrements de liquidités. D'accord. On a eu des baisses, des baisses, des baisses, des baisses, des baisses, des baisses. Et pour l'instant, on n'est toujours pas sur une fin de quantitative tightening. On est toujours sur des resserrements de liquidité. Donc évidemment, ça, les altes n'aiment pas, les actifs risqués n'aiment pas. Et le peu de liquidité qu'il y a pour l'instant, c'est sur le Bitcoin, tout simplement parce qu'il n'y a pas cet ajout de nouvelles liquidités et il n'y a pas des assouplissements, un assouplissement monétaire. Jérôme Powell avait annoncé que ça serait potentiellement le cas d'ici juin de cette année, peut-être qu'il mettrait fin au quantitative tightening. Mais avec la politique de Trump et ce qu'on voit aujourd'hui, tout à fait possible aussi que on ait cet assouplissement ou peut-être un bras de fer qui se mette en place entre Trump et la Réserve fédérale pour obliger la Réserve fédérale à dire regardez les gars, l'inflation elle est relativement faible, les taux d'emploi sont quand même plutôt pas mal, on a des bons chiffres. Là maintenant vous êtes en train de déconner parce que les marchés vont pas bien, parce que les entreprises commencent à faire faillite, parce qu'il y a une augmentation du chômage et tout. Allez, maintenant vous arrêtez vos conneries, vous baissez les taux et puis vous faites en sorte d'imprimer de l'argent parce qu'on en a besoin. Voilà. Surtout aussi pour refinancer, ça j'en avais pas mal parlé sur le live de vendredi avec Théo, pour refinancer les dettes des États. Et je crois que là dans les mois qui arrivent, il y a 7 trillions de dettes qui arrivent à expiration là aux États-Unis. Donc, comment on refinance ces dettes-là, ces 7 trillions de dollars? Il va falloir renégocier les taux, faire en sorte peut-être que les taux baissent parce que 7 trillions, avec ce genre de taux, évidemment que l'impact sur la dette, il est beaucoup plus élevé. Donc, il y aura un intérêt à baisser les intérêts de la dette. Et pourquoi pas de réimprimer de l'argent, parce que si on imprime de l'argent aussi, c'est beaucoup plus simple pour rembourser les dettes. Évidemment, ça se fait au détriment de ceux qui n'investissent pas, au détriment de ceux qui épargnent leur argent et qui ont tout leur capital dénominé en euros ou en dollars, mais aussi c'est le passage obligé quand vous avez des augmentations, surtout sur des actifs risqués. En fait, ce que ça dénote surtout, quand vous avez les performances aussi importantes qu'on a eues sur le Bitcoin et sur les cryptos depuis la création de cet écosystème, ça dénote aussi surtout, et même sur les marchés financiers, les augmentations qu'on a eues sur les S&P 500 depuis 2008, depuis la crise des subprimes. Beaucoup de gens sont contents parce qu'ils disent c'est génial, je gagne de l'argent et tout, mais en fait, c'est surtout en numéraire. Si vous le comparez par rapport à l'explosion de la M2, si vous faites le ratio en fait performance du S&P 500 ou performance Bitcoin par rapport à la M2, vous vous rendez compte que oui, ça a eu des performances, mais pas non plus aussi importantes que ça, et que ça c'est plutôt synonyme d'une dévaluation presque exponentielle des devises et d'une impression monétaire juste incroyable. Avec le Covid, l'impression monétaire, ça a été juste monstrueux. Donc, c'est de là en fait d'où vient cette performance. Donc derrière, on le paye forcément avec une inflation qui a été presque sous contrôle, hors de contrôle pendant un certain nombre de temps. Enfin, vous voyez, en fait, on le paye. On est content quand ça augmente, mais il faut se dire aussi que quand ça augmente, il y a beaucoup de gens qui restent sur le carreau parce que ça veut surtout dire qu'il y a une impression monétaire importante, une inflation super élevée et qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à joindre les deux bouts, quoi. Donc voilà, il faut arriver à remettre un petit peu en perspective tout ça. Concernant la dominance de l'Ether par rapport en pourcentage en weekly, on voit que là, si je zoome un tout petit peu, hop, on voit clairement la charte est pas belle du tout. Que là, on est venu toucher les 8,79% de dominance. Hein, c'est vraiment pas très très beau. Là, il nous reste quelques petits remparts. C'est-à-dire que
Là, vous voyez, le rempart que j'avais, moi, c'était à peu près 9%. Là, si on vient casser ce point bas-là, donc les 7,47, c'est l'équivalent de l'Ether à 70 balles au cycle précédent. Tout à fait possible qu'on vienne l'atteindre. Tout à fait possible qu'on ait des mèches qui viennent chercher en dessous. Si on vient clôturer en weekly, en bougie, en dessous de ça, là, de ces niveaux-là, là, c'est la perspective long terme de l'Ether qui est remise en question. Et là, il va falloir se reposer véritablement des questions. C'est le scénario catastrophe, c'est possible. Pour l'instant, c'est pas ce que j'entrevois, tout simplement parce que ce que je voulais vous présenter, c'est cet indicateur. Hop, M2, on vous en a parlé avec Théo. Je vais essayer de rezoomer un tout petit peu. Tac. Voilà. Là, c'est un indicateur, d'accord, la courbe en jaune qu'on voit, c'est l'évolution de la M2 money supply. Cette augmentation de la M2 money supply, donc c'est l'équivalent de l'impression monétaire. Il y a déjà plein de pays qui ont commencé à imprimer de l'argent. Ça a été le cas de la Chine, ça a été le cas. Là, on commence à réfléchir aussi en Europe avec le conflit Ukraine-Russie où la BCE a décidé d'imprimer presque 800 milliards. Donc c'est énorme. On vient t'expliquer que ça rentrera pas dans la dette, mais bon, on ne sait pas comment. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a une volonté quand même de commencer à remettre en place la planche à billets. Aux États-Unis, c'est pas encore le cas tout de suite, mais je pense que ça va craquer, parce que dans tous les cas, ils seront obligés de le faire. C'est ce qu'on vous disait avec Théo la dernière fois, et que à chaque fois qu'on a eu des augmentations comme ça de M2 money supply, l'impact et la dilution dans l'économie et surtout dans les actifs risqués, c'est pas immédiat. Ça peut prendre plusieurs semaines jusqu'à plusieurs mois. Donc là, ce qu'on observe, c'est que depuis janvier en fait 2025, on a une augmentation de la M2 money supply et que là, a priori, les estimations qu'on a entre l'augmentation de la M2 et puis son impact immédiat sur la partie crypto, ça peut aller de fin mars jusqu'à fin mai. C'est-à-dire que voilà, peut-être que l'impact, on l'aura d'ici fin mars, début avril, par exemple, ou alors on peut encore continuer d'avoir des baisses, par exemple, jusqu'à avril, début mai. Et là, normalement, entre ces périodes-là, on devrait avoir l'impact positif en fait de cette impression monétaire qui devrait arriver et venir se loger dans des actifs risqués, que ce soit les actions et que ce soit aussi les cryptos. Donc c'est ça en fait qu'on suit énormément et je vous proposerai d'autres indicateurs techniques qui vont également aussi dans ce sens pour vous permettre de lire entre les lignes. Mais tant que en fait on n'a pas une explosion vraiment à la hausse de la M2 money supply comme ce qu'on a eu en fait sur les années précédentes, on peut avoir toutes les news qu'on veut tant qu'on est en quantitative tightening, tant qu'il y a une dilution des altes, tant qu'il y a toutes ces choses-là, que la dominance du Bitcoin reste super élevée et qu'on n'a pas atteint un point bas sur la paire Ether-Bitcoin, c'est ça aussi le plus important. Là où vous aviez en fait les altes qui ont très très bien performé, et quand on avait atteint le bottom, c'est quand on avait atteint un point bas sur la paire Ether-Bitcoin. Et si je remets mon indicateur précédent, le plus bas qu'on avait atteint sur la paire Ether-Bitcoin, regardez, hein, c'était à la fin de la politique de quantitative tightening. Et ça avait eu lieu le 2 septembre 2019. Regardez, hein, c'est énorme, c'est chirurgical le truc. Hein. Regardez, il y a eu une mèche, le point bas qu'on avait atteint sur les altes, pile au moment où on avait atteint le point bas sur la paire Ether-Bitcoin. Ça a été le 9 septembre 2019 ou le 2 septembre 2019. Ensuite, on a eu des assouplissements de liquidité et à partir de ce moment-là, on a eu éventuellement des continuations de baisse en dollars, etc. Mais en termes de ratio Bitcoin-Ether, c'est là où on a eu en fait une explosion à la hausse du ratio Ethereum-Bitcoin et qu'on a eu une explosion à la hausse aussi des autres cryptos Other par rapport à Bitcoin, c'est-à-dire des autres actifs par rapport à Bitcoin. Regardez, hein, le point bas qu'on avait atteint par rapport au cycle. Là, si je zoome un tout petit peu, là, c'est la courbe, donc les alts par rapport à Bitcoin. Et regardez le point bas qu'on avait eu ici, hein, au cycle de 2019, 2020, 2021, le point bas qu'on avait eu sur les alts, c'est pile au moment où on avait eu la fin du quantitative tightening. Et pour moi, tant qu'on n'a pas cette fin du quantitative tightening, il n'y a pas de raison de penser qu'on ait atteint un point bas sur les paires Ether, Bitcoin et sur les alts. Il est tout à fait possible qu'on ait encore, des baisses à prévoir sur le marché là-dessus. Voilà. Pour l'instant, moi, ce qui me rassure dans le sens, c'est de voir ce que font les baleines. Vous allez voir que d'un point de vue on-chain, il y a des choses quand même super intéressantes qu'on observe. Les baleines continuent d'accumuler, mais vraiment à tour de bras, c'est juste gigantesque. Il y a une volonté de la part de Trump de forcer la fin, de forcer la baisse des taux et de forcer la fin du quantitative tightening et de forcer peut-être la fin du quantitative easing. Mais tant que ce n'est pas le cas, et si ça n'arrive pas, on
peut pas s'attendre à avoir des miracles sur les alts. Et donc, pourquoi pas une continuation de la tendance baissière, en tout cas d'avoir un saignement sur les alts. Et c'est là où c'est un peu compliqué, où il va falloir se dire, OK, est-ce que je suis prêt en fait à prendre ce risque-là et à partir de quel niveau je sors du marché? Parce qu'en fait, si on part sur le scénario de se dire, on part en bear market, ce qui n'est pas le scénario que je privilégie, d'accord, mais si on part sur ce scénario-là, à partir de quel moment je considère que c'est le scénario que je privilégie, à partir de quel moment je commence à sortir de mes positions. Moi, je le présenterai dans le programme d'accompagnement et je dirai exactement ce que je fais à l'instant T pour tous ceux qui sont dans l'accompagnement. Mais il faut que vous posiez la question vraiment pour vous parce que c'est vraiment le point le plus important. Il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer. Hop, si je me mets là-dessus. Tac. Voilà, je vais enlever ça. Là, je me suis mis du coup sur la paire Other Bitcoin, donc les alts par rapport à Bitcoin. Et je vous avais montré le support historique qu'on avait quand même depuis 2015-2016, où cette zone de support, à chaque fois que, si vous l'aviez acheté par le passé, d'accord, vous étiez sur des niveaux de performance et des niveaux risque-rendement qui étaient vraiment en votre faveur. Là, regardez, à chaque fois qu'on est venu toucher cette zone-là, on était sur les points bas sur la partie alt par rapport à Bitcoin. Mais quand même, par le passé, on était dans des moments où on était sur des taux bas, des injections de liquidités et on n'était plus sur une fin, en tout cas, de politique de quantitative tightening. Là, on est quand même sur un point bas, si on regarde historiquement parlant. Donc, on peut se dire qu'a priori, c'est des super moments pour renforcer. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça ne peut pas aller plus bas parce que pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur d'être ultra bullish sur des périodes comme ça. Donc après, c'est à vous de répondre à cette question aussi, de savoir est-ce que vous décidez de prendre le risque, est-ce que vous avez une vision long terme, est-ce que vous attendez tout un tas de confirmations et que si vous attendez tout un tas de confirmations, peut-être que quand on le saura, peut-être que le marché des alts aura peut-être fait un x2, x3, x4 et c'est tout un tas de performances que vous n'aurez pas. Voilà. Si le risque, vous ne le prenez pas à l'achat, vous devrez le prendre à la revente en étant beaucoup plus conservateur. Il y a également aussi ce scénario-là où je vous ai pris le Total 3 en excluant les stablecoins. Donc, le Total 3, c'est le marché crypto en excluant le Bitcoin, l'Ether et l'USDC et l'USDT par rapport au Bitcoin. Et on voit que, pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur d'un arrêt de saignement des alts par rapport au Bitcoin. Le scénario de base, moi, que j'entrevois, c'est encore une correction qui pourrait aller en fait jusque-là. Voilà. Peut-être encore 23% de correction, tout à fait possible. Et si jamais ça ne tient pas, il y aura peut-être ce point-là, scénario encore pire. Ou alors, si vous voyez aussi un autre truc de base, là, c'est le scénario vraiment le plus pessimiste qu'on a, c'est de se dire, en fait, au lieu de le voir comme des zones de support ou de résistance horizontale, on peut les tracer aussi de cette manière-là, de se dire, en fait, on est clairement dans un canal baissier depuis le début. Et donc là, évidemment, le saignement sur les alts, il peut être encore pire. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, moi, ce qui me rassure, c'est de voir l'augmentation de la M2, de voir que les baleines continuent encore d'accumuler et tout. Ça me rassure beaucoup. Mais voilà, tant qu'on n'a pas les facteurs que je vous ai dit précédemment, je vois pas de raison de penser que ça pourrait pas descendre plus bas, quand bien même on soit encore aujourd'hui sur des niveaux de peur ou d'extrême fear super importantes. Donc bref, je reviens pas forcément dessus. Je pense que je vous ai réexpliqué, représenté ma conviction sur le sujet. Surveillez bien la M2 supply pour compléter ce que je viens de vous dire et pour vous permettre de prendre du recul. Et après, je prendrai encore quelques questions, les gars. C'est ce que je vous mets à l'écran d'un point de vue on-chain. Là, on voit les cycles précédents, d'accord. Le cycle qu'on voit aujourd'hui sur le Bitcoin, on est là. Donc, il y a une baisse, en fait, qui correspond un petit peu à ce qu'on avait connu sur le cycle de 2016-2017. Vous voyez, là, on est un petit peu plus avancé, mais des corrections comme ça, en fait, on en avait déjà connu plein. Et regardez où est-ce qu'on se situe par rapport au cycle passé. Donc, ceux qui disent on a atteint le top du cycle et tout, c'est possible. Mais regardez tout ce qu'on a connu par le passé, se dire que là, on est atteint le plus haut du cycle, sachant qu'on a déjà eu des périodes de Black Swan bien pires que ça, comme avec le Covid. Pour moi, c'est quand même se mettre le doigt dans l'œil. On a connu des périodes bien pires que ça. Et si jamais, là, on a atteint le top du cycle, c'est le pire cycle crypto de toute l'histoire de la crypto, tout cycle confondu, d'accord. Pour moi, il y a encore des belles augmentations à venir. Et ça ne se fera pas tout de suite et il est tout à fait possible que ça prenne plus de temps que prévu. Également aussi, cet indicateur, le MVRV ratio, que je vous ai présenté à de très nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube, à chaque fois qu'on avait atteint un top de cycle, on était dans des zones rouges, d'accord, des zones de surchauffe sur le MVRV ratio. Ça a été le cas en 2021, ça a été le cas en 2017, ça a été le cas en 2013, ça a été le cas en 2011. Là, regardez ce qu'on a eu. On a eu une augmentation, on est venu titiller la zone orange, on est venu titiller la zone un petit peu en rouge. Là, depuis, on est repassé dans la zone en jaune.
mais on n'est pas venu toucher la zone en rouge. Donc c'est l'un des indicateurs aussi. Il y en a plein d'autres, hein. On en suit à peu près une soixantaine avec Mickaël, qui nous fait dire que bon, il y a encore des belles augmentations à venir. Surtout la catégorie liée aux baleines. On voit que là, les demandes liées aux baleines et les personnes qui détiennent entre 10 000 et 100 000 Ethers et plus de 1000 bitcoins ont jamais été aussi importantes. L'accumulation des baleines depuis cette fin d'année, donc fin d'année 2024, jusqu'à aujourd'hui, a explosé. On n'a jamais eu une augmentation et une apparition de baleines aussi importante de toute l'histoire de la crypto. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez 2017, les baleines, ce que ça représentait par rapport à aujourd'hui. Alors évidemment, il y a le lancement des ETF qui joue beaucoup, mais on est sur une accumulation massive de Bitcoin, d'Ether, de la part des instituts, de la part de très 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 gros fonds, et dans des périodes comme ça. Et ça doit vous dire aussi quelque chose, hein. Très souvent en bull market, et quand on commence à partir en bear, c'est l'inverse que vous voyez. Vous voyez les baleines qui se déchargent et les retail qui achètent. Là, c'est l'inverse. Les retail vendent, ils vendent à perte. Et surtout ceux qui sont rentrés il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a quelques mois en arrière, ils acceptent leur moins-value. Et là, vous voyez des baleines qui n'arrêtent pas d'accumuler, mais de manière juste exponentielle. C'est valable sur le Bitcoin, l'Ether, mais là, je vous mets le zoom sur le Bitcoin. Regardez, hein, les augmentations des adresses qui accumulent dans des périodes comme ça, c'est juste monstrueux. On a des augmentations juste complètement folles. Pour l'Ether, c'est pareil. Regardez les augmentations qu'on a. Et si on zoome depuis, depuis novembre, décembre 2024, regardez les augmentations des baleines qu'on a eues sur la partie Ether. En plus de ça, si on prend du recul, d'accord, sur la partie BlackRock, ETF BlackRock, c'est ce que je vous avais montré au début de cette présentation. On avait, ça faisait depuis début novembre 2024, donc c'est quand même très récent, hein, ça fait 3 mois et demi qu'on était passé en positif sur la partie ETF Ethereum. Et depuis, on a eu une augmentation de plus de 124% sur les 3 derniers mois des avoirs de chez BlackRock. C'est quand même fou de se dire que les gens sont bearish, se disent c'est la fin et tout, alors qu'on a quand même d'un côté les retail qui vendent à perte, une augmentation de la M2 supply. Certes, pour l'instant, le contexte macro-géopolitique fait que c'est un peu tendu et on a un peu peur, mais on a connu des périodes bien pires, comme ce que je vous ai dit avec le Covid et tout. Et regardez ce que font les gros, hein. Écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Et là, depuis les 3 derniers mois, bon, ils continuent d'accumuler. On a évidemment tous ceux qui s'amusent à faire du trading à effet de levier, qui se font oblitérer. Vraiment, ils se font éclater. On n'a jamais eu autant de liquidations et c'est très régulier qu'on a des milliards sur 24 heures de liquidation sur le marché crypto. Donc, évidemment, évitez tout ce qui est produit à effet de levier. Vous ne gagnerez pas d'argent. On a un sentiment de marché qui est extrêmement bas. Jamais on a eu un sentiment aussi bas depuis juillet 2023. C'est ce que je vous disais aussi un petit peu plus tôt. On a des niveaux de liquidation, tout exchange confondu, les longues, qui est sur des niveaux plus importants que ce qu'on avait eu lors de Celsius et FTX. Quand même, pour vous donner un ordre d'idée, hein. Les gens se font plus liquider et ont plus peur que lors de la chute de FTX et de Celsius en bear market et de 3 Arrow Capital ou même de Luna avec l'UST. Ça aussi, ça doit vous remettre en perspective un petit peu toutes ces choses. Et le plus important, c'est l'augmentation de la M2 supply. Et on voit que depuis un certain temps, ça augmente. On a une augmentation de la M2 et on a une latéralisation du cours du Bitcoin, voire une correction. D'accord? Mais pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ça commence à se retourner. Et après, ça dépendra de l'amplitude du pump, ça dépendra un petit peu de ce qui va se passer. Mais tout ça me fait dire que pour l'instant, ce n'est pas fini, que sans doute que la correction n'est pas terminée non plus, mais je ne vois pas pour l'instant une fin de cycle, je ne vois pas une fin de bull run. Il n'y a aucun indicateur qui va dans ce sens. Évidemment que ça pourra se remettre en perspective. Et pour l'instant, c'est un petit peu ce que j'entrevois. Après, chacun se fera sa propre idée sur le sujet. Chacun réfléchira à la manière dont il souhaite gérer son risque. Et peut-être que pour vous, la meilleure manière de gérer votre risque aujourd'hui, c'est de peut-être vendre et de sortir du marché parce que en fait, vous ne maîtrisez pas ce que vous faites ou parce que vous n'êtes pas à l'aise avec votre allocation de portefeuille. Tout ça, c'est super important. Et mais là, l'idée que je vous donne, enfin tout ce que je vous présente ici, en fait, c'est vraiment des faits. Je vous donne des scénarios, je vous présente des faits. Après, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas capable de prédire l'avenir, je ne suis pas capable de savoir exactement ce qui va se passer. Moi aussi, je gère mon portefeuille comme vous, et moi aussi, je suis dans le même bateau que vous. D'accord, hein, voilà. On a tous été aussi un peu surpris. On ne pensait pas que l'Ether, si on nous avait dit en 2022 que l'Ether, il serait à moins de 2000 balles dans des périodes comme ça,
tout le monde aurait dit, mais c'est n'importe quoi. Par le passé, c'est jamais arrivé. L'Ether avait dépassé son ATH. Les alts seraient en pleine euphorie. On aurait un super Q1, un super premier trimestre et tout. En février, en plus, souvent, c'est du premier trimestre, c'est un mois qui est hyper explosif. Regardez, ça a été le mois de février le plus pourri de toute l'histoire de la crypto, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se poser des questions et se dire, OK, s'il se passe pas ça, qu'est-ce que je fais, etc. Et vraiment surveiller ce que font les gros, surveiller l'impression monétaire, surveiller ce que va faire la Fed dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vous présenterai d'autres informations par la suite, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe pour moi avant-coureur, soit d'un point bas atteint sur la paire Ether-Bitcoin, et pour moi, on en a besoin pour avoir atteint un point bas sur la paire Alt-Bitcoin. Et tant qu'on n'a pas un desserrement des liquidités, je ne vois pas pourquoi on aurait atteint ce point bas, parce que par le passé, ça s'est toujours passé de cette manière-là. Donc on va voir.